de transition, là on voit qu'on est au milieu de l'obscurité. Dernier moment de réflexion, et puis peut-être on passera aux questions du public, c'était cette idée comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on pense la transition. Et là je rentre un peu en résonance avec les questions qu'on a abordées récemment dans Philosophie Magazine, c'est-à-dire est-ce que la transition est quelque chose, il me semble qu'un des topos, une des idées qui est dans l'air du temps, mais qui est parfois une idéologie aussi, c'est cette idée que l'intelligence est aujourd'hui dispersée. Et que ce sont des phénomènes qui échappent à l'individu aussi bien qu'au sujet collectif. Il n'y a plus ce sujet collectif qui fait la révolution, les classes, les masses, le peuple. Vous dites c'est fini l'âge des révolutions, on est passé à l'âge des transitions, mais cette idée d'une dispersion m'inquiète parfois. Je vois par exemple que aux États-Unis, chez certains libertariens, c'est l'idéologie qui est au cœur des transformations d'aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a plus besoin de médiation, c'est-à-dire on a une humanité qui est entrée en contact avec elle-même, l'intelligence s'est dispersée grâce à l'éducation et surtout grâce au numérique, et donc aujourd'hui on va supprimer les médiations, les régulations, plus besoin de taxis, les taxis vont s'organiser, plus besoin de réguler les professions, et donc c'est une humanité qui communiquerait par elle-même sans avoir besoin de quelqu'un ou d'un acteur unique. Et il me semble que cette idéologie est un peu très prégnante et que l'idée que les collectifs, regardez ce mot de collectif, aujourd'hui on n'a plus un parti avec un programme qui agit et qui veut faire, on a des collectifs. Dans l'éducation, on dit qu'il faut travailler ensemble, on va faire des ateliers, etc. On ne travaille plus seul à seul. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne dis pas du tout que c'est ce qui est l'idée de transition, la manière dont on va la traiter n'est pas dans cette idéologie-là, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger à laisser entendre que les changements se font de manière dispersée, que l'intelligence est dispersée, qu'il n'y a plus d'acteur qui peut anticiper et décider du changement? Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait peur aujourd'hui, cette absence d'acteurs dans l'histoire? C'est presque la question du héros, hein. C'est presque cette question-là. C'est vrai qu'on est de plus en plus méfiant vis-à-vis des incarnations, des personnes en philosophie, par exemple, qui incarnent une vérité. Bon, Sartre est loin, lui, incarner une vérité. Je pense que nous sommes devenus beaucoup plus humbles. Nous avons peut-être vu le danger de l'incarnation personnelle. Et il y a quelque chose, c'est juste d'assez collectif dans ces mouvements de la transition, en disant mais il y a une intelligence collective qui est puissante, qui est importante, et la grande question politique actuellement, c'est voir comment cette intelligence collective peut résonner et aller vers le politique. Mais la question de Philosophie Magazine est vraiment une toute bonne question, hein. Pense-t-on mieux seul ou à plusieurs? Finalement, c'est une question qui nous mène à considérer ce que c'est que la philosophie. Je crois qu'on peut prendre presque la métaphore de la cuisine pour disons, avancer dans la lecture de cette question. Est-ce qu'on cuisine mieux seul ou à plusieurs? Bon, tout qui a essayé de cuisiner soit avec voilà, un copain, sa femme, son mari, ou quoi, c'est bien qu'il y a un moment où c'est parfois plus facile d'être seul qu'à plusieurs. Donc a priori, on pourrait dire, on écrit mieux seul. C'est vrai, mais d'un autre côté, on cuisine jamais tout à fait seul. Je veux dire, il y a ceux qui ont fait croître les carottes, il y a le boucher, ou il y a le pêcheur, etc. Il y a beaucoup de choses qui viennent de loin. Hein. On est beaucoup, on est énormément. Et peut-être dans l'exercice philosophique, il y a cela aussi. Il y a le style, le tempérament qui s'exprime au dernier moment, comme le tempérament du cuisinier, finalement, son rapport aux épices, son rapport à la nervosité ou pas du plat. Bon, ça c'est quelque chose qui est dans la solitude des derniers moments, mais nous sommes profondément nombreux, et plus nous lisons, plus nous nous laissons habiter par l'autre. Donc on est très multiples, et l'exercice sans doute de l'écriture est un exercice où on essaye de faire en sorte que cette multiplicité d'êtres que nous habitons puisse s'exprimer de la manière la plus cohérente possible, la plus juste et la plus en accord avec notre sensibilité.
une belle métaphore aussi, il me semble, pour aborder cette question de comment, quand on pense, est-ce qu'on pense seul ou est-ce qu'on pense à plusieurs? C'est la métaphore que propose Swift, celle des abeilles et des araignées. C'est dans la querelle des anciens et des modernes qui traverse tout le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Swift dit il y a deux types d'animaux. Il y a les abeilles qui sont collectivement, c'est l'animal collectif par excellence, et il y a les araignées qui est l'animal singulier par excellence. Vous savez que l'araignée tisse sa toile avec ses excréments et elle tisse une toile parfaitement géométrique qu'elle anticipe presque comme un géomètre. Et donc ces deux métaphores qui traversent d'ailleurs toute la philosophie. Est-ce que penser c'est se retirer dans son cabinet pour reconstruire le monde? C'est ce que fait Descartes, comme une araignée, il met tout de côté, il reconstruit un monde parfaitement géométrique. Ou est-ce que c'est, au contraire, aborder, c'est ce que fait par exemple Aristote ou saint Thomas, est-ce que c'est se nourrir, comme le font les abeilles, de tout ce que les plantes, les autres auteurs ont produit, aller chercher le sucre des autres auteurs, leurs arguments, aller chercher, consulter les autorités, pour à partir de là élaborer peut-être le début d'une pensée. Et il me semble que cette métaphore est intéressante, c'est pour ça que je vous la soumets, c'est que pour penser par exemple le numérique, c'est quoi? C'est le web. Et le web, en anglais, c'est la toile. Et la toile, c'est l'araignée. Alors, c'est très étrange que pour penser la réalité la plus collective de notre temps, le numérique, nous ayons trouvé un mot, la toile, qui vient en réalité de l'abeille. Il y a quelque chose d'assez, une sorte de télescopage un peu bizarre, de l'araignée, pardon. Et donc, on a donné une métaphore solitaire pour penser une réalité éminemment collective. Et c'est peut-être le signe, à mon avis, d'une transition, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, que ce soit le numérique ou que ce n'est pas du collectif uniquement, c'est un collectif qui est une mise en réseau de singularité. Et peut-être que ça nous donne à penser que ce n'est, comme vous le disiez, comme tu le disais, ni la solitude absolue, pensée, on ne pense jamais tout seul, mais ce n'est pas non plus la fusion dans un collectif où on n'est plus rien. Et le meilleur aujourd'hui de la civilisation numérique à naître, ou de la culture numérique, c'est des individus qui parviennent sur le fond de toute cette intelligence dispersée à faire surgir du nouveau. Oui, mais tout à fait. Moi, je pense que cette dualité de l'abeille et de l'araignée est tout à fait inspirante, et peut-être nous sommes parfois l'un, parfois l'autre. Il faut aussi voir, pour prolonger cela, comment nous faisons exister l'autre, parce que la pensée n'est pas un acte qui a sa fin en elle-même. Il y a un désir de transmission, il y a un désir d'aller vers l'autre, de faire exister l'autre. Et alors l'autre, on le convoque parfois. Il y a des auteurs qui convoquent un groupe, que ce soit Husserl, que ce soit Marx par exemple. C'est des collectivistes où ils se disent nous allons penser. Il y a ceux qui ne convoquent pas, mais qui provoquent, qui disent regardez comme vous vivez. Quelqu'un comme Schopenhauer, par exemple, ou Jacques Ellul, ou quoi, regardez comme vous vivez, etc. Nietzsche aussi, peut-être. Ça, c'est pas la convocation, c'est la provocation. Il y a ceux qui invoquent aussi. Plotin, Hegel peut-être, regardez, le savoir absolu, il est comme cela, il est comme cela. Il y a ceux qui font part de leur vocation, chaque fois vocare l'appel, que ce soit Augustin, que ce soit Montaigne, que ce soit Rousseau, c'est toujours un jeu, voilà, je me suis mis à penser de cette manière-là, etc. Et l'autre, il est aussi là, il est destinataire, il est celui que l'on fait exister dans la pensée. En fait, l'autre est sans doute le sujet principal de la philosophie. Je ne pense pas du tout à l'existentialisme, mais au coexistentialisme. On est vraiment là-dedans, et toujours davantage. Donc le réseau, il est nourri de ce coexistentialisme-là. On va peut-être passer aux questions. Je ne résiste pas à une petite anecdote à vous raconter sur cette question, parce que je crois que c'est une question un peu indécidable. Pense-t-on mieux seul ou à plusieurs?